Dans cette partie du cours, on va voir une notion qui relie des fonctions à des vecteurs. Donc on va voir différents opérateurs, trois, le gradient, la divergence et le rotationnel. On va commencer par quelques définitions. On va parler d'une fonction d'un point. C'est-à-dire qu'on va avoir un point de l'espace, donc un point M, qui aura trois coordonnées x, y et z. Et en fonction de ces coordonnées de l'espace, eh bien, on va attribuer à ce point une valeur. Par exemple, on peut imaginer la température dans une pièce, mais on sait que ce n'est pas la même température en fonction qu'on soit à z égale 0, donc au sol, quelque endroit que ce soit sur le sol, x et y varient et z est à 0, ou bien quand on monte en altitude, z augmentant. Donc en tout cas c'est ça une fonction d'un point, ça veut dire qu'en chacun des points de l'espace de dimension 3, on va associer une valeur réelle, dans notre cas essentiellement. Le potentiel électrique par exemple, il dépend aussi de la position du point dans l'espace. Vecteur fonction d'un point. Étant donné un point de coordonnées x, y, z dans un espace à 3 dimensions, on peut définir trois fonctions scalaires. Donc P, Q, R, c'est des fonctions qui vont dépendre de x, y, z et qui en fonction de ces valeurs-là vont donner une valeur de P de x, y, z, une valeur de Q de x, y, z et une valeur de R, x, y, z. Donc là, celle-là, c'est le vecteur fonction d'un point qu'on étudiera plus tôt, c'est-à-dire qu'en chacun des points M du plan, on va avoir trois coordonnées qui vont dépendre des variables x, y, z qui correspondent aux coordonnées du point dans l'espace. Et c'est à partir d'un vecteur fonction comme ça qu'on va calculer son gradient, sa divergence et son rotationnel, et on verra à quoi ça sert ces choses-là. Une fonction vectorielle usuelle, par exemple, le champ électrique en un point de l'espace. Le premier opérateur qu'on va voir, c'est l'opérateur gradient. Donc le gradient, ça va consister à faire des dérivées partielles de la fonction par rapport à chacune de ces variables. Par exemple, on a une fonction f en un point m, différenciable en un point m0, donc c'est l'endroit où on peut calculer ces dérivées partielles. On va calculer ce gradient de la fonction f, donc le gradient c'est représenté par une flèche parce que le gradient s'applique à un nombre, c'est la valeur de la fonction en un point, et qui donne un vecteur. Donc le gradient s'applique, donc ça c'est bien à retenir, à un scalaire, à un nombre, et son résultat est un vecteur. Et ce vecteur, eh bien, il a trois coordonnées. La première, c'est la dérivée partielle de la fonction par rapport à x. La deuxième coordonnée, c'est la dérivée de la fonction par rapport à y. Et la troisième, c'est la dérivée de la fonction par rapport à z. Donc là, on voit bien qu'il y a trois coordonnées, donc c'est bien un vecteur, suivant ijk, donc ça c'est la base de notre espace. Donc le gradient, c'est juste, je dérive la fonction par rapport à x, et je mets ça dans la première valeur. Par rapport à y, c'est la deuxième coordonnée, et par rapport à z, c'est la troisième coordonnée. Pas de difficulté, c'est juste savoir calculer des dérivées partielles. Par exemple, en électrostatique, on a E de m qui est moins le gradient de V de m. Par exemple, on vous donne un exemple assez simple, vous pouvez faire un petit peu pause et chercher par vous-même. On considère l'application f qui a xy associe x ln de x moins y, et on va devoir calculer le gradient de f. Alors pour calculer le gradient, c'est très simple, on a une fonction, donc on va calculer la dérivée partielle de cette fonction par rapport à chacune de ces variables. On va d'abord dériver ça par rapport à x. Donc la dérivée de x ln de x moins y par rapport à x, c'est un produit, u fois v. Donc on a u', v, donc ça donne ln de x moins y, plus uv'. U c'est x, et v', la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Donc ça fait 1 sur x moins y. Donc là on a la première coordonnée du gradient. Ensuite on va dériver cette fonction par rapport à y. Donc là j'ai pas un produit, j'ai une constante par rapport à y fois ln de x moins y. Donc sa dérivée, ça va être x. ln de u, la dérivée de ln de u, c'est u' sur u, donc ça fait moins 1, puisque la dérivée de x moins y par rapport à y, c'est moins 1, sur x moins y. Donc là, j'ai les deux coordonnées de mon vecteur gradient. Donc quand on vous posera la question calculer le gradient de f, eh bien, il faudra bien répondre à un vecteur qui aura deux coordonnées. Le premier, c'est la dérivée partielle de f par rapport à x, la première coordonnée, et la seconde coordonnée, c'est la dérivée partielle de f par rapport à y. Ensuite, on peut évaluer ce gradient en un point. Donc pour calculer ce gradient en un point, on calcule les dérivées partielles, et ensuite on évalue au point qui nous intéresse. Donc par exemple ici au point 5, 4, x égale 5, y égale 4, on remplace dans l'expression du gradient ln de 5 moins 4, donc 5 moins 4 ça fait 1, ln de 1 ça fait 0 je vous rappelle, plus x sur 5 moins 4, donc 5 sur 1, donc ça fait 5.
Pour la seconde coordonnée, on fait pareil, on remplace x par 5 et y par 4 et on obtient moins 5. Donc là, on a directement le gradient de f en p. On a calculé les dérivées partielles et ensuite on a évalué en un point. Bien faire dans l'ordre, je calcule les dérivées partielles et ensuite je les évalue dans un point. Parfois les étudiants font dans l'autre sens, ils évaluent en ce point, puis calculent les dérivées partielles. Ça n'a pas de sens, puisqu'une fois qu'on a évalué f en ce point, ça vaut 0, la dérivée. Très bien. Maintenant qu'on a vu l'opérateur gradient, on va voir deux autres opérateurs, donc le divergent, vous avez parlé tout à l'heure, on appelle ça aussi la divergence d'un vecteur fonction en un point. Donc là, la divergence s'applique à un vecteur et son résultat est un scalaire. Donc on ne met pas de flèche sur le divergent, mais le résultat c'est un nombre. Et ce nombre-là, c'est la somme des dérivées partielles de la fonction en un point. Donc contrairement à tout à l'heure où on faisait un vecteur où chacune des coordonnées était la dérivée partielle de la fonction en ce point, ici on aura la somme des dérivées partielles de notre fonction par rapport à x pour la première, y pour la seconde et z pour la troisième. Et on va faire la somme de cette valeur-là. On verra ça en exercice. Donc ça, on le retrouvera parfois dans l'électrostatique ou en électromagnétisme, donc pas forcément de manière certaine en robotique. Bon, je vous donne quand même cette définition parce qu'on ne sait jamais, ça peut vous servir dans certains cas. Le dernier qu'on utilisera un peu plus, c'est le rotationnel. Donc le rotationnel, on le représente avec une flèche, parce que le rotationnel d'un vecteur, c'est un vecteur, et la façon de le calculer, c'est un peu compliqué, il y a des produits vectoriels avec des dérivées partielles, alors on ne comprend pas trop, donc je vais vous donner un moyen de le retrouver dans la page suivante. En tout cas, il faut bien se dire que comme on écrit le rotationnel avec une flèche, ça s'applique à un vecteur, rotationnel de ce vecteur, et son résultat est un vecteur aussi. D'accord ? Donc quand on a des opérateurs avec des flèches au-dessus, comme gradient et rotationnel, le résultat est un vecteur. Donc on va retenir la formule suivante. Je vais faire le produit vectoriel des dérivées partielles par notre vecteur PQR, donc il y a 3 coordonnées, et ce résultat-là sera un vecteur. Donc ça c'est un moyen mémotechnique, il n'y a pas de rigueur mathématique, parce que quand je vais faire le dérivé partiel, par exemple, de R par rapport à Y, moins la dérivée partielle de Q par rapport à Z, c'est pas un produit, c'est la dérivée partielle par rapport à Y de R, moins la dérivée partielle par rapport à Z de Q. D'accord ? Donc ça c'est la première coordonnée. J'effectue le produit vectoriel, vous vous rappelez, on barre, et puis on fait le gamma. Pareil, il faudrait que je réécrive en dessous des ronds sur des ronds x, p, puis je barre la ligne et je fais la deuxième étape de mon produit vectoriel et enfin la troisième. En tout cas, c'est comme ça que fonctionne le rotationnel. Bien se rappeler qu'on a les opérateurs de dérivée partielle d'une part, notre fonction vectorielle, donc notre vecteur d'autre part, donc PQR, et on fait le produit vectoriel de ce truc-là. Donc je vais vous donner un exemple avec notre vecteur V, qui est un exemple à vecteur qui a 3 coordonnées, donc là ce sera P, qui dépend de x, y, z, Q et R. Donc première étape, je vais faire le rotationnel de V, et montrer qu'il est nul. Donc là, on vous simplifie la tâche, on dit montrer qu'il est nul. Alors pour simplifier un peu les notations, ce truc-là, des ronds sur des ronds x, des ronds sur des ronds y et des ronds sur des ronds z, on le notera parfois nabla. D'accord ? C'est le triangle à l'envers. D'accord ? Donc c'est l'opérateur des dérivées partielles. Donc ça, je vais faire nabla vectoriel ce truc-là. Donc la première chose à faire, c'est la dérivée partielle par rapport à y de r, p, u, r. Donc celle-là, si je la dérive par rapport à y, le y s'en va, et ça fait 3x carré z2. Le y s'en va aussi, e de z. Moins la dérivée partielle par rapport à q, par rapport à z de q. p, q, r, c'est le deuxième. Je vais le dériver par rapport à z. La dérivée par rapport à z, ici, ça donne 3x2, z2. D'accord ? Donc c'est moins la dérivée partielle par rapport à z de q, donc j'ai un moins devant. Ça fait 0, et ça fait e de z. Parce que la dérivée de e de z par rapport à 2z, c'est 2z. Donc là, sur la première ligne, je vois que ce terme-là et celui-là, ils s'en vont, et celui-là, ils se simplifient aussi. Donc on obtient bien 0. Donc je vais vous laisser faire tout seul les deux autres. C'est pas compliqué. On applique ce qui est écrit ici. Donc je vous invite à le calculer par vous-même et vérifier que c'est bien les résultats que j'ai donnés là. Je ne vais pas rentrer dans le détail, vous faites pause, vous cherchez, et quand vous avez trouvé, vous vérifiez bien que ça correspond au résultat que je vous donne. En tout cas, on doit tomber sur le vecteur nul. Maintenant qu'on a fait ça, on doit montrer, comme le rotationnel est nul, que notre champ vectoriel de rotationnel nul dérive d'un potentiel. Ça veut dire qu'on va chercher
une fonction f dont le gradient de f soit égal à v. D'accord, vous avez capté ce qu'on cherche, on veut une fonction f dont le gradient de f soit égal à v. Donc à nous de trouver cette fonction-là. On sait que la dérivée partielle de f par rapport à x, ça donne la première coordonnée, la dérivée partielle de f par rapport à y la seconde, et de f par rapport à z la troisième. Donc là maintenant il va falloir trouver un moyen de trouver toutes les fonctions f qui vérifient ça. Donc je vous propose une méthode qui est de prendre par exemple la première ligne et d'intégrer. Si je veux que la dérivée partielle de f par rapport à x ça soit égale à ça, ben ça veut dire que f c'est une primitive de ça par rapport à x, donc c'est par exemple x2, enfin c'est pas par exemple, c'est la primitive de ça par rapport à x, c'est x de yz3, d'accord, parce que la primitive de x c'est x au carré sur 2, le sur 2 et le 2 s'en vont, la primitive de cosinus y c'est x cos y, et c'est là où vous commettez régulièrement l'erreur, plus une constante par rapport à x. Mais cette constante, elle peut dépendre de y et de z. Donc c'est là le point important. On ne donne pas plus c. On met plus une fonction qui dépend de y et de z. Si je reprends cette fonction f là, avec une fonction qui dépend que de y et de z, quand je vais la dériver par rapport à x, j'aurai bien donc 2x, y, z3, j'aurai bien cosinus y, et j'aurai bien 0. Parce que ce truc-là, quand je le dérive par rapport à x, ça vaut 0. Mais là, au moins, j'ai pas perdu de généralité. J'ai toutes les fonctions qui sont solutions de 1, de l'équation 1 qui est notée ici. Maintenant que j'ai mes fonctions qui sont candidates à être solutions de ce système, eh bien je vais reprendre cette fonction-là, donc je pars de là, et là je vais maintenant calculer la dérivée de cette fonction-là par rapport à y. Donc si je dérive ça par rapport à y, ben là le y s'en va, on a ça, là la dérivée de cos c'est moins sinus, donc ça fait moins x sinus y, plus la dérivée de f1 par rapport à y, d'accord, qui est là. Donc maintenant je sais que la dérivée de f par rapport à y c'est ça, je l'ai calculé, mais ça doit aussi correspondre à cette valeur-là. Parce que ma fonction f que j'ai construite, elle est candidate à être à la solution, donc elle vérifie 1, 2 et 3. Donc maintenant qu'elle vaut ça, je vais par identification, donc x2z3 c'est bon, moins x sinus y c'est bon, e2z, ah, donc ça veut dire que la dérivée de f1 par rapport à y c'est e2z. Donc ça veut dire que f1 c'est y e2z plus un truc qui ne dépend pas de y. Parce que sa dérivée par rapport à y m'a donné e2z. Donc ça peut être autre chose qui dépend de z. Donc on met f2 de z. Ça peut être 5z. Si je dérive ça par rapport à y, ben, il n'y aura plus de z, on n'aura plus que y de z dérivé par rapport à y qui me donne e de z. Donc là, grâce au 2, au point 2, j'ai trouvé que f1 a cette forme-là. Maintenant, il va falloir déterminer le f2. Et bien pour déterminer le f2, eh bien, je repars de ma fonction f candidate, je remplace f1 parce que je viens de trouver, donc ça fait x2 yz3 plus x cos y plus y de z plus f2 de z. Et c'est ce truc-là que je vais dériver maintenant par rapport à z, donc ça je calcule, et j'identifie ensuite ces deux choses-là. Donc là je vois 3x2 yz2 c'est bon, y de z c'est bon, ça veut dire que f' de z, donc la dérivée de f2 de z par rapport à z, mais comme il n'y a qu'une variable, on met directement un prime, et bien ça, c'est nul, parce que ça n'apparaît pas ici. Donc ça veut dire que f2 de z est une constante. Si f2 de z est une constante, et bien on a terminé, on remplace f2 de z par c, et puis on trouve que toutes les fonctions f, solutions de mon système d'équations que j'avais ici, système 1, 2, 3, sont les fonctions de cette forme-là. Donc là j'ai fait un calcul qui m'a permis d'avoir toutes les fonctions f dont le gradient est égal à v. Le point où il ne faut pas se tromper, c'est que quand j'intègre, les constantes par rapport à une variable peuvent dépendre des autres variables. C'est là où vous trompez régulièrement. Il ne faut pas oublier ce truc-là. Quand j'ai intégré f par rapport à x, j'ai une constante qui dépend de y et de z.